sur le mur, figés dans l'histoire. Ils sont déjà de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers à Berlin, côté ouest, porte de Brandebourg. Ce mur qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison. Ce mur, symbole de la guerre froide, est devenu la veille celui de la liberté. L'histoire a basculé le 9 novembre, balayée par quelques phrases. Le porte-parole du Politburo annonce à la surprise générale que les restrictions de voyage pour tous les citoyens de la RDA sont levées immédiatement. Ces quelques mots résonnent alors dans tout Berlin et propulsent aussitôt au poste frontière les habitants de l'Est. Là, les gardes sont très vite débordés et tentent de vérifier l'information, mais en vain. Ils ne peuvent contenir la foule qui scande « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Une foule ivre déjà de joie. Le responsable du contrôle finalement capitule et ordonne l'ouverture des barrières. Le mur de Berlin est tombé. Je peux pas le croire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ça faisait 3 ans que j'avais demandé à venir à Berlin-Ouest et j'y suis. Berlin-Est arrive à l'ouest dans l'euphorie générale, accueilli à bras ouverts par l'autre Berlin. Sur le mur, devenu le lieu de rendez-vous d'un peuple qui se retrouve, champagne et marteau. L'Est et l'Ouest, côte à côte, entreprennent de détruire ce mur de la honte. Les autorités de l'Est interviennent alors à coups de jet d'eau. Mais le lendemain, ces mêmes autorités sont submergées, baissent les bras et même entrent dans le jeu. Ici, elles aident un Berlinois à remonter sur ce mur. Plus loin, l'heure est à la plaisanterie, avec l'autre côté du mur. Puis ce sont les présentations entre gardiens de l'Est et de l'Ouest, sous les applaudissements. Il n'y a plus de frontières, il n'y a qu'un Berlin. Une révolution pacifique qui est venue célébrer, à quelques mètres de Checkpoint Charlie, Mieczysław Rostropowicz. Le célèbre violoncelliste joue Bach devant un public avide de liberté. Ce mur était comme une déchirure dans mon cœur, dira-t-il plus tard. Le mur, emblème de la guerre froide, se casse, se brise, des pans entiers sont démontés. Ce ne sont pas des blindés, mais un convoi de trabants qui envahit l'Ouest. Moment grandiose d'une ville en liesse. Et devant les banques, ce sont des files d'attente interminables. Il faut près de 5 heures pour récupérer les 100 Deutschmark de bienvenue qu'offre l'Allemagne de l'Ouest, la société de consommation à ses hôtes de l'Est. À Berlin, on danse, on pleure, on rit. Une page de l'histoire s'est tournée dans l'allégresse. L'Allemagne réunifiée, 1989-2000. Unité et inégalité en Allemagne après la chute du mur. Après l'ouverture du mur de Berlin le 9 novembre 1989, l'Allemagne, divisée en 2 républiques depuis 1949, est réunifiée le 3 octobre 1990. En 1991, Berlin redevient la capitale du pays. Des milliers d'entreprises est-allemandes sont privatisées par la Tonne-Anstalt, un organisme créé par l'État pour organiser le passage à une économie de marché. Cela entraîne une forte montée du chômage et une immigration massive vers l'Ouest. En dépit des importants investissements pour reconstruire les infrastructures et le tissu industriel est-allemand et du transfert des prestations sociales, les inégalités restent importantes entre les Länder de l'Ouest et ceux de l'Est. L'éclatement de la Yougoslavie 1991-2008. La guerre civile yougoslave 1991-1999. La République fédérative socialiste de Yougoslavie, née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comprend 6 républiques: Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro et Macédoine. De nombreuses minorités coexistent au sein de cet ensemble multinational. À partir de 1991, la fédération yougoslave implose. Les aspirations nationalistes des différents peuples se confrontent à la volonté des Serbes de maintenir l'unité d'une fédération qu'ils dominent.
S'ouvre alors une série d'affrontements qui ravivent les rivalités anciennes. En juin 1991, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance et l'armée fédérale intervient en Croatie. Après la Macédoine, en septembre 1991, la Bosnie organise un référendum d'autodétermination, puis proclame son indépendance en mars 1992. L'armée intervient aux côtés des milices formées par les Serbes de Bosnie. La communauté internationale réagit après l'échec des tentatives de cessez-le-feu menées sous l'égide de l'Union européenne et des Nations unies, et alors que les exactions se multiplient. L'OTAN intervient en 1995. La paix est signée à Dayton, États-Unis, le 21 novembre 1995. La guerre se poursuit au Kosovo en 1998, où les séparatistes albanais affrontent la Serbie. Les conséquences de ce conflit sont lourdes. Le bilan est de 130 000 morts environ au total entre 1991 et 1999, dont 100 000 environ en Bosnie-Herzégovine, dont la moitié de civils, 15 000 en Croatie, 13 000 au Kosovo, dont environ 10 000 civils. Souvent manipulé, le bilan des victimes, évalué grâce au TPI et aux ONG, doit encore aujourd'hui être pris avec précaution. On parle de purification ethnique. La formule est née lors de ce conflit pour qualifier la persécution de groupes selon des critères ethniques. On détruit des êtres humains, on les sépare, on les chasse à cause de leur appartenance à un groupe particulier. De milliers d'hommes. À la libération, obtenue sans même l'intervention de l'armée rouge, le maréchal Tito crée la Fédération de Yougoslavie. 6 républiques la composent, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine. Né en Croatie, fils d'une Slovène, Tito est le leader de la résistance victorieuse et a la légitimité pour imposer la réconciliation. Après s'être accoquiné quelque temps avec l'Union soviétique, Tito, trop attaché à l'indépendance yougoslave, rompt définitivement en 1948. La Yougoslavie devient alors un des premiers pays non alignés et adopte une constitution très décentralisée en 1974. Elle prône l'harmonie entre toutes les nations et toutes les religions, orthodoxes, catholiques, musulmans, juifs, croates, serbes, bosniaques. Mais Tito meurt en 1980 et sa disparition réveille soudain des rancœurs qui avaient été contenues jusque-là. Les difficultés économiques que connaît la Yougoslavie et l'arrivée de Milosevic au pouvoir en 1987 en Serbie accélèrent les tensions. Et certains en ont marre de payer les dettes des autres. Alors qu'elle ne représente que 10% de la population fédérale, la Slovénie contribue à près d'un quart du PIB yougoslave. Il est temps de tailler sa route. Ni une ni deux, la Slovénie proclame son indépendance en juin 1991. Franjo Tudjman, le président de la Croatie, lui emboîte le pas. La Macédoine et la Bosnie-Herzégovine flippent de se retrouver seules face à l'énorme Serbie. Et elles suivent le mouvement des indépendances en 1991 et en 1992. Sans toit fédéral solide sur la tête, les Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine craignent alors d'être traités comme des minorités sans droit. L'armée serbe pilonne les villes croates et bosniaques et assiège Sarajevo. La République fédérale yougoslave ne compte plus que la Serbie et le Monténégro. L'Europe, qui n'avait pas connu de guerre sur son territoire depuis 1945 et croyait vivre en paix après l'effondrement de l'Union soviétique, découvre alors avec horreur les bombardements de populations civiles, les viols de masse et le déchaînement des violences intercommunautaires. L'Union européenne pense pouvoir devenir un acteur stratégique global et tente de gérer le conflit yougoslave. Mise en place en février 1992, les forces de l'ONU brillent aussi par leur impuissance. 8000 musulmans sont massacrés à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine par les forces serbes en juillet 1995 devant des casques bleus statiques. Milosevic se taille alors la réputation de boucher des Balkans. Les États-Unis s'en mêlent alors, et ça ne fait pas un pli. Grâce à leur appui aérien, les forces croates écrasent l'armée serbe. En 1995, les accords de paix de Dayton seront signés sur une base américaine entre les présidents serbes Milosevic, croate Tudjman et bosniaque Izetbegovic. On coupe la poire, en l'occurrence l'État bosniaque, en 3 parties, croate, bosniaque et serbe. Persécution et exil au Rwanda, 1959-1973. En 1959, les Tutsis sont victimes d'un massacre commis par des Hutus, longtemps marginalisés par le pouvoir colonial belge. Après l'indépendance de 1962 et la mise en place d'un régime dominé par les Hutus,
Deux vagues de massacres touchent les Tutsis et les opposants Hutus en 1963 et 1973. Des milliers de réfugiés s'exilent dans les pays voisins ou sont déplacés à l'intérieur du pays. Le génocide des Tutsis au Rwanda, avril-mai 1994. Le 6 avril 1994, l'avion qui transporte les présidents rwandais et burundais est abattu. Le Rwanda est alors en pleine guerre civile. Les forces armées rwandaises, FAR, de l'État rwandais, soutenues par la France, affrontent le Front patriotique rwandais, FPR, créé par des Tutsis en exil en Ouganda. Alors que les hostilités étaient en suspens depuis les accords d'Arusha en 1993, la mort du président déclenche le massacre de la population Tutsi. Entre 800 000 et 1 million de femmes et d'hommes sont assassinés par des membres de la milice Interahamwe, soit les 3/4 de la population Tutsi. Cette extermination, véritable génocide, est le produit d'une propagande anti-Tutsi menée par le groupe extrémiste Hutu Power, créé en 1993 et diffusé par la revue Kangura et la radio des Mille Collines. Ces médias propagent une idéologie raciste selon laquelle les Hutus, considérés comme le peuple majoritaire, sont menacés par les Tutsis, identifiés comme biologiquement étrangers, reprenant ainsi la théorie des colonisateurs. Plus que l'opération turquoise organisée par la France à l'été 1994, c'est la victoire du FPR qui met fin au génocide. New York, 11 septembre 2001. À 8h46, un Boeing d'American Airlines percute à 790 km/h la tour nord du World Trade Center. Détourné à Boston après son décollage, le vol se termine entre le 93e et le 99e étage. La tour s'enflamme. À 9h03, un deuxième Boeing, également parti de Boston, transperce la tour sud à 950 km/h entre le 77e et le 85e étage. En 102 minutes exactement, les États-Unis vont connaître toute une série d'attaques. 3000 vies sont fauchées, l'histoire bascule. À 9h05, George W. Bush, en visite dans une école primaire de Sarasota, en Floride, est informé de la situation. Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. Nous sommes attaqués, lui glisse-t-on à l'oreille. Il faut plusieurs minutes au président américain pour prendre la mesure de la situation et quitter la salle de classe. Il fait sa première déclaration à 9h30 précise. Aujourd'hui, nous avons vécu une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans ce qui a tout l'air d'être une attaque terroriste contre notre pays. 7 minutes après son intervention, un troisième Boeing, le vol 77 d'American Airlines, s'écrase contre l'aile ouest du Pentagone à Washington. Des centaines d'employés sont en train de se rendre sur leur lieu de travail et assistent au drame depuis leur voiture. Pendant ce temps, à New York, la situation est dramatique. Les tours jumelles continuent de brûler. Pris au piège et désespérés, des gens se jettent dans le vide. À 9h59, la tour sud, touchée 56 minutes plus tôt, s'effondre dans un déluge de feu, d'acier et de poussière. La violence est telle que des centaines de victimes vont disparaître sans qu'on puisse retrouver la moindre trace d'ADN. Pas de répit pour l'Amérique ce 11 septembre 2001. À 10h03, un quatrième Boeing, celui-ci de la United Airlines, s'écrase dans un champ de Pennsylvanie. Le vol 93 avait été détourné dans le New Jersey, mais certains passagers alertés par portable de ce qui se passait à New York ont résisté aux terroristes. Leur cible était probablement la Maison-Blanche ou le Congrès. 10h28, à New York, la tour nord s'écroule à son tour, 1h42 après avoir été éventrée par le premier avion. Les attentats du World Trade Center feront 2606 morts. Tension dans le Golfe depuis 1990.
Le golfe arabo-persique, le golfe qui sépare la péninsule arabique du reste de l'Asie, est un espace stratégique. Riche en hydrocarbures, c'est également une voie majeure du transport du pétrole. La circulation dans le détroit d'Ormuz est ainsi particulièrement dense. Des accords entre les pays riverains permettent de partager les ressources. Néanmoins, cet espace est marqué par de nombreuses rivalités et fait l'objet d'une militarisation internationale renforcée dans le contexte de la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran. La première guerre du Golfe. Le 2 août 1990, Saddam Hussein tente un coup de force qui pourrait rapporter argent et pétrole à son pays, ruiné par la guerre contre l'Iran, et il envahit le Koweït. Les États-Unis prennent alors la tête d'une coalition internationale dans le cadre d'une résolution de l'ONU qu'ils contribuent à faire voter. L'opération Tempête du désert débute le 16 janvier avec une campagne de bombardement des sites stratégiques. À partir du 24 février, des opérations terrestres sont menées vers la ville de Koweït. En 4 jours, l'armée irakienne s'effondre. La deuxième guerre du Golfe. En 2003, dans le cadre de la lutte contre l'axe du mal, appelé de ses vœux par le président George W. Bush, les États-Unis interviennent en Irak pour renverser le régime de Saddam Hussein, accusé de détenir des armes non conventionnelles et de soutenir Al-Qaïda. Les États-Unis décident unilatéralement de mener une guerre préventive sans le soutien de l'ONU. Les Américains envahissent le pays au printemps 2003. L'avancée rapide des troupes terrestres est associée à une campagne de bombardement des sites stratégiques. Bagdad tombe le 8 avril. En mai, le président américain annonce que les combats sont terminés. Mission accomplie. En décembre 2003, Saddam Hussein est retrouvé et arrêté. À partir de 2004, les Américains qui occupent l'Irak doivent faire face à une multiplication des attentats terroristes et à la montée d'une guérilla. C'est le début d'une guerre asymétrique qui déstabilise durablement le pays. Cette intervention unilatérale des États-Unis suscite de vives réactions, notamment en Europe.